Un petit bidon, mon pépère. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça. Aïe aïe aïe, attention Philippe, vous nous faire rafler. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand. Chapeau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve aujourd'hui après les deux premières grandes courses par étapes de la saison, à savoir Paris-Nice et Tirreno-Adriatico, après les victoires de Matteo Jorgensen et de Jonas Vingegaard, un doublé pour l'équipe Visma Lease Bike, un doublé inédit dans l'histoire, il faut quand même le signaler. Eh bien, dans ce podcast, on va justement revenir sur ce qui s'est passé, notamment du côté de la course au soleil, parce que la victoire de Jonas Vingegaard a été un petit peu plus limpide que celle de Matteo Jorgensen. On va donc revenir sur les différents éléments et les enjeux que cela peut amener sur la suite de la saison, avec notamment un œil sur Remco Evenepoel et Primož Roglic. Concernant Paris-Nice, on évoquera également bien sûr nos coureurs français qui n'ont pas été très en réussite cette semaine. On va donc voir cela avec nos trois consultants du jour. Anselme pour commencer. Salut Anselme. Salut Mathieu, salut tout le monde. On est aussi avec Titouan. Salut Titouan. Salut Mathieu, salut tout le monde. Et on termine notre équipe avec Geoffrey. Salut Geoffrey. Salut Mathieu, salut à tous. Et bien voilà, vous avez le programme. Attention au départ, chasse patate. C'est parti. Alors pour commencer de manière générale, qu'est-ce que vous avez pensé de ces courses de cette semaine, de ce Paris-Nice, de ce Tirreno-Adriatico? Même si j'imagine, alors je mets les deux courses dans la même question, même si j'imagine que l'avis sera pas forcément le même sur ce qu'il s'est passé. Le vélo, ça a quand même plus de gueule quand il pleut. Ah, ça, tu te prépares pour les courses pavées Mais même sans des courses pavées, l'étape de Nice sur Paris-Nice, c'est toujours en général bien sympa. Et là, avec la pluie, ça l'est encore plus. Oui, après c'est sûr que du côté de Paris-Nice, ils n'ont pas été gâtés par la météo. On a même eu l'étape du samedi qui a été complètement, bien changée 2 jours avant, je crois, ou la veille. Il y avait des risques de neige, je crois, du côté du col de la Couilleule et de la montée vers Oron. Donc c'était pas la course au pas beaucoup de soleil non plus quand même. Au soleil sur 30 km quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Anselme ? Ouais, non, le vélo, c'est bien quand il pleut, ça dépend si t'es sur le vélo ou sur le canapé. Forcément, oui. Non, on a eu des classiques, ouais, comme tu dis, un petit bourg à beauté comme souvent dernièrement. C'est dommage, mais bon. Et puis sinon, non, Paris-Nice, jolie course, on a eu du mouvement sur globalement toutes les étapes un peu, sur les 4 étapes qui étaient vraiment annoncées comme des étapes, on va dire, où il pouvait se passer des choses, il s'est passé des choses. On a eu des attaques, tout ça, donc c'est vachement bien. Et puis Tirreno, on s'était dit dans le podcast de présentation que peut-être qu'il y avait un coureur au-dessus du lot. On ne s'était pas trompé. Oui, pour le coup, alors Paris-Nice, on n'a pas forcément eu très, vous n'aviez pas forcément eu très juste. Tirreno, pour le coup, Vingegaard favori numéro 1. Bon, c'était pas forcément le plus compliqué à deviner non plus. Dis-toi, qu'est-ce que tu retiendrais pour ta part de cette semaine, aussi bien sur Paris-Nice que sur Tirreno-Adriatico? Je trouve ça quand même toujours bien qu'on mette les sorties d'entraînement de Vingegaard à la télé avec les autres pour faire de la figuration. C'est toujours sympa. Deuxième fois de la Encore en saison. termes de sortie d'entraînement, Pogacar avait fait pire sur l'Estrade Bianche. Ouais, c'est vrai. Mais non, en vrai, Tirreno, en plus, en second rideau, c'était quand même assez intéressant avec pas la révélation d'El Toro, mais quand même sa confirmation de son niveau de grimpeur et voir tous les autres, tout le reste du monde, le reste humain du monde se battre en second rideau, c'était quand même assez sympa. Et surtout les sprints étaient aussi sympas à suivre. Et Paris-Nice, encore une fois, ça a tenu ses promesses. On en parlait dans le dernier podcast que c'était toujours une des plus belles courses par étape de la saison. Ça n'a pas loupé. C'était quand même vraiment sympa entre les conditions météo qui étaient un peu dantesques et qui ont donné une course sympa, notamment au début de la première étape de Nice, qui était un beau chantier. Et puis même tout le reste de la course était quand même assez intéressant, entre des coups tactiques, des leaders qui se regardent un peu, des outsiders qui sortent comme Buitrago
Enfin voilà, franchement, très très belle course qu'on retiendra, j'espère, jusqu'au bout de l'année dans les meilleures courses de l'année. Ah, donc c'est déjà dans ton top 3, top 5 pour l'award de la course de l'année. Bah, elle l'est un peu par défaut, j'avoue. Mais C'est vrai que Paris-Nice est généralement assez animé, donc si tu devais... Alors, sur le forum, on note généralement après la course, on donne une note sur 10 à la course qui s'est déroulée. Tu donnerais quoi 8, 9 sur 10? ouais, un bon petit 8,5. Allez. Geoffrey, qu'est-ce que tu en dirais, toi? En vrai, ouais, même plus, hein, c'était même un 9, on pourrait mettre. C'était pas la course du siècle non plus, mais c'était vachement plaisant. Et s'il y a d'autres courses d'une semaine comme ça dans tout ce qui reste cette saison, franchement, c'est à prendre. Il y en avait pour tous les coureurs, pour tous les types de coureurs. Il y avait des sprints, il y avait des étapes accidentées, il y a des grimpeurs. Enfin, tous les types de coureurs ont eu l'occasion de s'exprimer, tous les types de coureurs se sont exprimés. Il y a vraiment eu pas vraiment d'ennui tout au long de la semaine. Non, pour moi, c'était vraiment une course super, Paris-Nice. Et Anselme, pour terminer? Ouais, moi je suis plus plutôt bonne note, hein. Je suis assez d'accord avec Geoffrey. Et puis en plus, enfin pour une fois, on a vraiment eu des différents ports du maillot de leader. On savait pas vraiment qui allait gagner. Il y a peu eu de vraie domination. La course est restée ouverte très longtemps, donc tant dans le déroulé de la course que pour son résultat final, elle était hyper intéressante et ouais, on peut lui mettre un bon petit 8,5. Bon, dans ce cas-là, vous m'en voudrez pas si on parle un petit peu moins de Tirreno Adriatico. J'ai l'impression que vous avez un peu moins de choses à raconter sur ce qu'il a pu s'y passer. On est d'accord là-dessus? Bon, pour le sprint, Ouais. on ira sur Tirreno. Les 4 étapes qui sont terminées plus ou moins en sprint étaient quand même sympas. L'approche du final variait un peu d'un jour à l'autre, donc c'était bien. Bon, voilà, ça peut... Vendredi, samedi, on peut passer à autre chose. Oui, bon, le vainqueur a été connu assez vite, mais justement, ça nous permettra de parler des sprinteurs. Hein, il y a pas mal de courses qui essaient de les mettre de côté, faut pas non plus les oublier. On va donc commencer par parler donc de Paris-Nice, et comme Anselme l'a dit un petit peu tout à l'heure, autant sur Tirreno Adriatico, en présentation de ces courses, on avait anticipé de manière assez générale que Jonas Vingegaard allait dominer la course. Autant pour Paris-Nice, vous étiez plus parti sur un duel entre Remco Evenepoel et Primož Roglic pour se jouer la victoire. Alors avec peut-être un peu moins de certitude que pour Jonas Vingegaard. Mais au final, la victoire n'est revenue ni à Remco Evenepoel ni à Primož Roglic. Primož Roglic finit même seulement 10e du classement général. Est-ce que ça veut dire qu'on a vu Evenepoel et Roglic un peu trop haut avant cette semaine? On parlait d'Almeida aussi, hein. Pas mal. Ouais, Almeida, 11e. On est donc, bon. Je sais pas si on les a vus trop bons, mais je pense qu'on a surtout sous-estimé Jorgensen, qui, s'il était très fort l'année dernière déjà, c'est sur Paris-Nice, bon, il avait fait 8e, mais sur l'étape de Nice, ouais, il était 5e dans le deuxième groupe, donc c'est ça où il avait été avec les meilleurs derrière Pogacar, il avait fait bonne impression. On a mésestimé son passage à la Jumbo, enfin la Visma. À une époque, on parlait du bonus Quick Step quand les sprinters arrivaient chez Quick Step et gagnaient tout. Maintenant, on a le bonus Visma. Et on s'est rendu compte que l'Américain était très très fort, au point de ne jamais être vraiment mis en danger par Evenepoel. Et puis même derrière, on voit que sur les coureurs qui suivent, que ce soit McNulty, Skelmos, Vlasov, et même Plap, on en a plus ou moins parlé. Et moi, je crois même avoir dit que Skelmose, j'y croyais pas du tout. Donc, ça, c'est de l'analyse. Hein. Ah bah, globalement, il faut toujours être dans l'autre sens. Donc non, en fait, Comme quoi, le cyclisme n'est pas non plus une science exacte. Hein. Oui, non, c'est clair. Sauf quand on s'appelle Vingegaard ou Pogacar, qu'on est tout seul, quoi. Ouais. Non, je pense que c'est surtout qu'on a mésestimé les autres coureurs plus qu'on a vu les deux autres trop beaux. Même si je pense que Roglic est clairement en deçà de son niveau habituel. Titouan, qu'est-ce que tu en dirais, toi, pour ta part? Est-ce que c'est comme Anselme, qu'on faisait peut-être trop attention à Evenepoel et Roglic et que du coup, on se concentrait pas suffisamment sur les autres coureurs?
C'est clair, c'est clair. Après, bon, il n'y a pas que nous, un peu tous les médias annonçaient un duel Roglic-Evenepoel. Bon, c'était un peu écrit d'avance et pourtant on a été surpris. En plus, ce qu'on ne pouvait pas prévoir, c'est que Roglic avait quand même baissé d'un ton son niveau. Parce que même l'année dernière, sur Tirreno, à la même période, il était en reprise, il sortait de blessure et il claque, je crois, 2-3 étapes et le général. Là, bon, en reprise, il avait passé un hiver normal a priori. Et bon, top 10, en difficulté sur la dernière étape, c'était pas glorieux. Mais je pense pas qu'on ait non plus oublié les autres, à part Jorgensen. Après, il y en a certains que j'aurais pas vu si haut. Je pense notamment à Plap ou Vlasov. Mais bon, globalement, quand même de belles surprises. Je pense notamment aussi à Buitrago qui n'a pas concrétisé son étape du Mont-Brouilly, alors qu'il était bien parti pour faire top 10, voire top 5 au général, voire mieux. C'est sûr que Buitrago, il a pas été verni par la chance, hein, avec sa chute sur l'étape de la Colle-sur-Loup, problème mécanique, il finit loin, et rechute sur l'étape de Nice. Alors qu'en plus, le parcours lui convenait à merveille, quoi. Ah, tout à fait. Il aurait pu peut-être rivaliser avec Jorgensen, vu son état de forme affiché, en tout cas, moi, je pense qu'il jouait top 5, ouais. Je le trouvais hyper fort. Et en plus, il a tenté tout ça. Et l'étape de la Colle-sur-Loup, là, quand j'ai vu qu'il avait pris un tir sur problème mécanique, je me suis dit dommage. Et puis bon, après, à la route humide, hein, elle nous en éliminer du Colombien. Geoffrey, par rapport à ce qui s'est passé sur Paris-Nice cette semaine, est-ce que c'est un peu l'effet surprise de coureurs qu'on attendait pas forcément à ce niveau? La météo a pu jouer aussi, parce qu'un coureur qui n'est pas encore complètement à fond, qui est dans son moment de reprise, s'il fait beau, on va dire au talent, entre guillemets, il peut faire illusion et quand même être dans le coup. Je pense que s'il avait fait beau, un Roglic termine pas 10e à 5 minutes. Mais là, avec les conditions, avec le froid, ne pas être à 100%, ça a pu peser lourd pour certains, notamment Vlasov, qui disait avoir terminé frigorifié la dernière étape, alors que normalement, il a de quoi rivaliser avec les deux qui étaient devant. Jorgensen était vraiment très fort. Peut-être au mieux de ce qu'on a vu de lui depuis sur une course d'une semaine. On parlait de son Paris l'année dernière. Moi, j'ai plus en tête son Tour de Romandie l'année dernière. Maintenant, à voir ce qu'il va faire dans les prochaines semaines, parce que quand j'avais vu son planning, il y a plus de courses flandriennes que ce qu'il avait fait l'année dernière. Donc, je suis curieux de voir comment ça va avancer. Oui, il avait déjà fait des Flandriennes chez Movistar, mais pas forcément toutes. Là, il va être encore davantage intégré au groupe flandrien de la Visma Lease Bike. Il avait fait le week-end d'ouverture, et après, il avait fait quoi? Il avait juste fait Rlbeke et le Tour des Flandres. Pas souvenir qu'il en ait fait d'autres, alors que là, il a annoncé sur Paris-Roubaix. Ça promet un petit peu plus. Après, non, Jorgensen était au-dessus. McNulty était très bon dans les montées, on peut pas en dire autant dans les descentes. Non, c'est pas une surprise non plus. Il y a des bonnes surprises quand même autour aussi. Egan Bernal qui continue à être de plus en plus présent et à revenir. Et plus offensif en plus. Ouais, bien offensif. Luc Plap qui continue la tradition des poursuiteurs qui viennent briller dans les courses par étapes. Avec Luc Plap qui m'a laissé une impression un peu particulière, dans le sens où même avec le maillot jaune, il a fait du Luc Plap, c'est-à-dire rester en dernière position. Ouais, hyper bas. T'avais tous ses équipiers devant et tu voyais le maillot jaune tout en bas. Et je me disais, mais il est pas bien ou il a un problème? Ah non, c'est... Et par contre, prendre des Yates. Ouais, et bien accompagné par Harper, que j'ai trouvé pareil, assez solide, qui finit 12e et hyper régulier en second rideau. Est-ce qu'on peut dire, alors Geoffrey, tu parlais un peu de l'aspect météo, est-ce qu'on peut dire que les conditions climatiques difficiles peuvent avoir tendance à niveler un peu les niveaux, à faire que les différences de niveau sont un peu moins marquées? C'est pas nécessairement que les différences de niveau sont moins marquées, mais les niveaux de forme qui vont l'être beaucoup plus. Et c'est ça qui a joué beaucoup et qui fait qu'on peut être un peu surpris du classement final de certains coureurs. Même si bon, après, Roglic qui fait 10e, techniquement, il avait fini pire que ça il y a 3 ans quand il avait bien déconné sur la dernière étape. Il avait fait 15e, ouais. Donc bon. Non, après, en soi, si on regarde maintenant le top 3 de ce Paris-Nice, on a un mec du AE, un mec de Visma et Evenepoel. Donc bon. Oui, en termes d'originalité, on peut faire plus. C'est sûr qu'à regarder
les équipes de manière assez globale, on se dit, bon, finalement, c'est assez classique, quoi. C'est quelque chose dont on a plutôt l'habitude, hein, en effet. Et puis quand tu regardes derrière, ouais, c'est pareil, c'est Lidl et Bora, donc on retrouve vraiment les grosses armadas. Alors, un petit point sur Matteo Jorgensen, avant d'évoquer Remco Evenepoel et Primoz Roglic, est-ce que c'était le coureur le plus fort ou le plus malin tactiquement, ou un peu des deux? Je pense un peu Je des sais- deux. Je pense qu'il était aussi Ouais. fort. Ah, pardon. Non, vas-y. Non, j'allais dire qu'il était, je pense, aussi fort qu'Evenpool, mais lui, il a su saisir les occasions, notamment à la Col-sur-Loup, parce que c'est globalement là qu'il fait son avance sur Evenpool. Là où le Belge, il a été un peu plus frileux, il s'est pas lancé dans les grands raids dont il a l'habitude. Il l'a dit lui-même, quoi. Il aurait dû attaquer plutôt que d'attendre. Alors que Jorgensen, il était aussi bon, mais lui, bah, comme je disais, il a su prendre sa chance et il était vraiment quand même très très impressionnant. Sa dernière étape là. Comment il a maîtrisé de bout en bout, c'était vraiment un tableau noir. Ouais, il a pas. C'est le seul à avoir vraiment su suivre les attaques de Remco Evenepoel. C'était le premier à suivre directement, et c'est le seul après qui a suivi le champion de Belgique tout du long jusqu'au bout. Anselme, tu étais sur le même état d'esprit que Titouan, c'est-à-dire qu'à la fois le plus fort et à la fois le plus fin tactiquement. Ouais, c'est ça, le plus fort, je sais pas, mais là où je rejoins Titouan, c'est que sur la dernière étape, à aucun moment il a montré le moins de signes de faiblesse. Et je pense que bah, l'Américain, Geoffrey l'a dit, il va courir aux États-Unis, sur les Flandriennes, et que du coup, il fait partie de ces coureurs qui n'a pas été vraiment affecté par la météo et que ça n'a pas joué. Et là où on a vu un Roglic chercher sur l'étape de Nice désespérément un coupe-vent, un Kawaii, parce qu'il était gelé, ah là, l'Américain, lui, je pense qu'il n'était pas particulièrement affecté. Alors, le fait d'être en lice pour gagner sa première course pour le Tour doit jouer, mais je pense que du coup, la météo l'a peut-être moins affecté. Donc, je pense que c'est un peu des deux. C'est un malin et fort. Bon, voilà, ça permet de résumer un peu sa course. Faut pas l'oublier, bien évidemment, Matteo Jorgensen, qui a sorti une sacrée performance. Et je me souviens qu'on en avait parlé un petit peu quand on avait fait le point sur les principaux transferts de l'intersaison. Il y a cet aspect aussi de Matteo Jorgensen, sa progression par rapport à ce qu'il a pu montrer chez Movistar. Il y a un peu un côté où chez Movistar, il l'avait dit lui-même dans un thread sur Twitter, qu'il investissait beaucoup par lui-même pour sa préparation, pour essayer d'avoir une préparation la plus millimétrée possible. Là, il arrive dans une équipe qui a une préparation millimétrée de manière industrielle. Tout est organisé pour que tout soit prêt au millimètre, pour que les coureurs soient le mieux prêt possible. Donc forcément, il y a aussi cet aspect-là qui aide pour progresser. C'est un élément qui est forcément à prendre en compte. Pour revenir sur Remco Evenepoel, alors on en a un petit peu parlé par rapport à Matteo Jorgensen. Remco Evenepoel qui avait dit justement un peu l'un des deux regrets de cette semaine pour lui, c'est de ne pas avoir suivi Matteo Jorgensen dans la montée de la Col-sur-Loup sur l'étape de vendredi. Quand Matteo Jorgensen attaque, on est encore dans la montée et c'est un petit moment de temporisation. L'Américain arrive à prendre assez rapidement une dizaine de secondes d'avance. Il disait, après l'autre point, c'était le contre-la-montre par équipe où ils se sont fait un peu avoir par la météo. Ils sont partis dans des conditions climatiques moins faciles, moins adaptées, sous la pluie un petit peu. Mais Remco Evenepoel, qui finit deuxième du classement général avec la victoire d'étape le dernier jour, dit il y a beaucoup de points positifs. Alors Remco Evenepoel, vous l'attendiez un petit peu plus sur la victoire. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui sur le fait qu'il y a beaucoup de points positifs pour lui sur cette semaine, sur ce Paris-Nice? S'il déconne pas dans l'étape de vendredi, il gagne Paris-Nice. Alors forcément, il aurait sans doute aimé le gagner, mais on sait à quel point la communication est bien gérée dans les plus grosses formations. Donc forcément, il va pouvoir tourner autour du positif parce qu'il y en a sur beaucoup de choses dans la semaine. La résistance aux conditions météo, il réussit à avoir une victoire. Il est deuxième, il récupère en plus deux classements annexes. Patrick Lefebvre va être content, ça fait un peu de prime. Mais sinon, il fait pas une semaine dégueulasse non plus, parce qu'il se loupe qu'une fois, il est qu'à 30 secondes au général. S'il se loupe pas ce jour-là, vraiment, il est devant et bien devant Matteo Jorgensen. Tous les autres sont à 2 minutes, quoi. Donc,
Oui, parce que sur l'étape de la Col sur Loup, il perd une cinquantaine 50 de secondes secondes. à peu près. Ouais. Sur Jørgensen, je crois que ça fait 56 secondes en prenant en compte les bonifications, un petit peu plus peut-être. Ouais, enfin, après, Evenepoel, il a récupéré d'autres bonifs à droite à gauche. Oui, Il doit forcément. sûrement. Mais globalement, il se montrait costaud. Dans les groupes dans lesquels ça arrivait dans le final, à chaque fois, il se montrait fort. La dernière étape, clairement, il est vraiment au-dessus du lot. Ça reste une bonne semaine pour lui. Puis, il gagne pas non plus toutes les courses auxquelles il participe. L'année dernière, en début d'année, il me semble qu'il fait 2 au Tour de Catalogne. Il n'avait pas fait Paris-Nice ou Tirreno, Ouais, non? c'est ça, il fait deuxième du Tour de Ouais. Catalogne derrière Primoz Roglic. Donc, enfin, voilà, il fait encore deuxième d'une course d'une semaine, là, en préparation, et puis il va essayer de se roder petit à petit. Jorgensen, si en fin de saison on se dit, il a gagné Paris-Nice, bah ouais, individuellement c'est réussi. Evenepoel, s'il gagne Paris-Nice enfin, s'il gagne Paris-Nice et qu'on fait le bilan en fin de saison et qu'il n'y a que Paris-Nice, on va dire, bah, il a foiré quelque part le garçon, parce qu'on attend plus de lui. Oui, dans un sens, c'est pas son objectif et c'est pas sur ça dont on va juger que Remco Evenepoel a fait une bonne saison 2024. Bah, c'est ça, ouais, c'est un objectif, mais c'est pas le grand objectif. Puis même si on compare les deux, Jorgensen et Evenepoel, par rapport à quelques envies sur les classiques qui vont arriver, bah, Jorgensen devra être en forme fin mars, début avril. Evenepoel, il a 2, 3 semaines de rab avant d'être prêt. Oui, Remco Evenepoel, je crois, son prochain objectif, ça serait plutôt le Tour du Pays Basque. Après, en préparation du Tour de France pour l'ancien champion du monde, le Belge. Ouais, mais Titouan. même en avril, même entre Litsoulier et Liège. Oui, voilà, on va pas oublier qu'il y a quelques classiques du côté de la Belgique qui l'intéressent. Remco Evenepoel, dont Liège-Bastogne-Liège, dont il est double tenant du titre. Titouan, est-ce que pour toi aussi, ce Paris-Nice, il est positif pour Remco Evenepoel? Alors, il n'est pas négatif, mais je dirais pas qu'il est positif non plus, dans le sens où. Non, mais parce que son grand objectif on parlait de ses objectifs futurs dans l'année, son grand objectif, c'est le Tour de France. Bon, je crois pas qu'il ait pas le gagner non plus, mais en ce sens, il n'a pas prouvé du tout qu'il aurait pu être capable en juillet de tenir les roues de Pogačar au Vingegaard. Bon, peut-être qu'on a trop d'attentes envers lui ou quoi, je sais pas, mais en ce sens, moi, ça m'a pas rassuré sur son potentiel pour rivaliser avec les deux grands mutants des grands tours. Après, évidemment qu'il y a du positif, oui, et bah, sur le fait que quand même c'était un des meilleurs, si ce n'est le meilleur avec Jørgensen à la pédale. Il a fait des erreurs dont il a pu apprendre. Il repart quand même avec une étape et deux de classement annexe. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose sur Paris-Nice et en plus, il les a pas vraiment ciblés, donc c'est un petit bonus sympa. Mais j'ai pas vu non plus un très très grand Remco Evenepoel qu'on aurait pu attendre encore plus dominant vu les numéros qu'il a pu déjà faire, étant donné la concurrence, vu que Roglic était effectivement, on va dire, défaillant. Donc, c'est-à-dire que de ton côté, toi, tu dirais que. Alors, forcément, c'est quand même bien, ça reste une deuxième place, hein, faut pas non plus banaliser ça, mais que on n'a pas. Il n'y a pas eu l'assurance en vue de la suite de la saison? C'est ça. Bah, après, cela dit, bon, lui, il avait dit au départ, bon, c'est de la com, mais qu'il venait pour objectif podium et étape. Bon, il a réussi, donc au final, c'est pas plus mal. Mais je pense que la plupart des suiveurs en attendaient mieux, donc voilà. Oui, après, forcément, les déclarations, on n'est pas obligé de les suivre, hein. Je crois que, je sais plus si c'était Evenepoel ou Lefebvre qui disait viser un top 10 sur le Tour de France. Bon, on peut l'imaginer viser un peu plus haut que le top 10 sur un Tour de France, hein. Anselme, pour continuer un peu ce petit tour, qu'est-ce que tu dirais, toi, de la semaine de Remco Evenepoel par rapport à ce que lui a dit, comment il s'est comporté sur le vélo? Bah, moi, j'ai trouvé ces déclarations, bah, c'est pas mauvaise, mais d'un coureur de sa stature, je me dis que bah, c'est se satisfaire de peu. Parce que, comme le dit Titouan, bah, il est pas, pour moi, là, ce qu'il a montré, bah, ça en fait pas un prétendant, ne serait-ce qu'au podium du Tour. Déjà que personnellement, j'ai des gros doutes sur sa capacité à enchaîner la haute montagne. Sur une course comme ça, où il est au niveau d'un Jorgensen qui certes a montré de bonnes choses et
un bon niveau. Là, pour moi, on met Evenepoel avec Pogacar et Vingegaard et tu mets 2 cols d'affilée et il n'y a plus personne. Là, la course, elle est pas rassurante. C'est-à-dire que ce Paris-Nice, il y avait suffisamment de matière par rapport au parcours, au plateau, pour prendre suffisamment d'informations en vue du Tour de France pour toi? Bah, pas suffisamment d'informations forcément, mais c'est plus dans la façon dont il a couru, il n'a pas été dominant, et ses déclarations où il dit qu'il est content de sa course, tout ça, sans avoir montré, sans avoir fait de numéros, sans avoir été impressionnant, ça inspire pas confiance plus que ça. Alors, c'est comme si pour lui, il avait fait des super chiffres en termes de puissance, tout ça, qu'il avait hyper bien couru, que juste l'autre était plus fort. Mais l'autre coureur, c'est Jorgensen, et on attend d'un Evenepoel et du niveau de ce qu'il nous a montré, de ce qu'on en annonce, on en attend un peu plus. Donc t'aurais imaginé Remco Evenepoel vraiment dominer la course, ou est-ce qu'il y a pas est-ce qu'on se trompe pas peut-être un peu sur la vision qu'on peut avoir de Remco Evenepoel sur des courses comme Paris-Nice, en le mettant peut-être trop proche d'un Vingegaard, d'un Pogacar? Je commence à me demander que peut-être que c'est plus on va dire, un excellent rouleur qui grimpe bien, mais que c'est pas un super grimpeur, et peut-être qu'on le voit plus beau qu'il n'est au final. Geoffrey, qu'est-ce que tu en dirais toi? On est au mois de mars, qui faisait 14 degrés quand le soleil se montrait le plus et que le soleil ne s'est pas montré beaucoup. Donc, ouais, il n'est pas nécessairement au top de sa forme pour le moment. Mais que c'est pas inquiétant. Non, pour moi, on est plus ou moins au même point que ces dernières années. Il écrase une coursette d'une semaine et dans la foulée, il n'est pas ridicule face aux meilleurs en World Tour. Pas nécessairement au tout meilleur, mais il n'est pas ridicule non plus dans ce qui reste. Si ça se trouve, dans un mois, il gagne Liège-Bastogne-Liège encore une fois avec une belle avance. Et le vrai premier test qu'il y aura pour lui pour juillet, ce sera le Dauphiné déjà, où on pourra voir un petit peu ce que ça donne. Parce que gagner une course d'une semaine, là au mois de mars, Sky nous habituait à ça, Sky et Ineos nous habituaient à ça de façon permanente pendant quasiment une décennie. C'est un petit peu la manière qu'a Jumbo, maintenant Visma, d'envoyer son leader vers le Tour, mais il y a d'autres possibilités. Hein. Pour moi, c'est beaucoup trop pour envisager quoi que ce soit sur le Tour. J'ai absolument aucun souvenir de ce qu'a fait Vincenzo Nibali en 2014 au mois de mars, mais il me semble pas que son début de saison était grandiose par rapport à ce qu'il a fait sur d'autres saisons. Donc bon. Oui, Nibali, en face, il avait Jean-Christophe Perrault et Thibaut Pinot comme adversaire. Là, il aura. Il aura foutu 10 minutes dans la tronche dans tous les sens. Le Nibali de cette année-là, face à Froome et Contador, si les deux s'étaient pas viandés à divers endroits, il y avait vraiment moyen qu'il y ait quelque chose, quoi. Et puis, Oui, on dit ça, mais on peut pas non plus mettre de côté que Vingegaard et ou Pogacar vont faire une connerie à un moment. Il y a eu des vainqueurs du Tour plus pétés que Nibali avec une concurrence bien autre. Après aussi, il y a un élément dont Remco Evenepoel a parlé, c'est que là, il fait 2e de Paris-Nice. L'année dernière, Jonas Vingegaard fait 3e de Paris-Nice et va gagner le Tour de France. Donc ça veut pas forcément. Donc être en grande forme sur Paris-Nice ne veut pas forcément assurer de la suite de la saison. Ouais, c'est vrai, Vingegaard était derrière Gaudu dans Paris-Nice. Sur le Tour, la hiérarchie était un petit peu inversée. Un petit peu. Oui, c'est vrai que les vérités de mars sont pas celles de juillet. Après aussi, il y a peut-être un élément aussi à prendre en compte pour Remco Evenepoel, c'est que, alors certes, il a 24 ans, ça va faire sa 6e saison pro. C'est seulement la première course par étape qu'il court en France, donc il y a ça, outre le résultat, ça a aussi peut-être pu lui permettre de se parfaire un peu sur la façon dont ça peut se courir en France avec le mobilier urbain, les styles de route, etc. En prenant en compte aussi le fait que le Tour de France cette année se finira à Nice. On a vu ce lundi que Remco Evenepoel a reconnu le contre-la-montre final entre Monaco et Nice. Ça peut aussi peut-être jouer mentalement, histoire dans les autres pays aussi, on est un peu. ronds-points et des dodanes. On a un niveau quand même. C'est pas un gars qui roule sur terre battue la moitié de la saison et puis là qui découvre le bitume. On ne peut pas comparer avec le mobilier urbain d'Italie et tout ça, mais
va faire un tour en Belgique ou aux Pays-Bas dans certains centres-villes. C'est plus compliqué pour organiser des courses de vélo dans certains coins. Sauf si tu assumes de te dire que bon, pour la Belgique, tu vas passer par des pavés dans tout le centre-ville et tu vas couper à travers tout dans tous les sens, mais c'est pas non plus des routes compliquées. De toute façon, Tour de France, tout ce qui est mobilier urbain et tout ça, ça peut être rasé pour le passage de la course et remis juste derrière. Donc, c'est pas non plus C'est pas ça faux. qui va nous poser problème. C'est pas faux. Bon, au final, concernant Remco Evenepoel, est-ce qu'il y aura un petit quelque chose qui aurait pu lui manquer cette semaine pour aller chercher la victoire, ou il n'y a pas forcément grand-chose à retenir en dehors, vous l'avez évoqué, et lui-même l'a évoqué, de l'erreur tactique sur l'étape de la Colle-sur-Loup? Pour moi, s'il y avait 10 degrés de plus, il gagnait Paris-Nice. Qu'est-ce que ça aurait changé juste d'avoir 10 degrés de plus entre Remco Evenepoel et Matteo Jorgensen? Il est moins en forme, il aurait peut-être pu avoir plus d'énergie au quotidien pour y aller un peu plus. Les 3 mines qu'il a placées dans l'étape de Nice, il aurait peut-être pu en rajouter une de plus et faire la différence et finir en solitaire. Bon, en soi, quand tu mets une attaque comme ça, tu la mets pas juste avant un virage en épingle aussi. Même si- Surtout pour un coureur comme celui qui a un gros rouleur et qui peut vraiment appuyer fortement longtemps sur les pédales. Je veux dire, c'est pas juste un premier punch et puis un deuxième sur la relance. C'était vraiment. Donc c'est-à-dire que pour toi, avec des meilleures conditions climatiques, son punch, sa giclette aurait pu faire encore plus mal? Il aurait moins tapé dans les réserves comme les autres et je pense qu'il aurait eu de quoi en remettre une belle en finale. Après, peut-être que Jorgensen aurait su résister aussi, hein. On peut inventer plein de scénarios, mais Oui, là on part forcément dans de l'imaginaire un petit peu. Titouan, qu'est-ce que tu dirais toi? Je suis pas persuadé que la météo ait joué beaucoup. Je pense juste que, en dehors de l'erreur tactique, il lui a pas manqué grand-chose dans les jambes. Franchement, on parlait des vérités de mars qui sont celles de juillet. C'est vrai qu'il est en reprise. Oui. Non, il est pas en reprise. C'est vrai qu'il a fait l'Algarve. Bon, Et pas en oui, reprise. il a gagné l'Algarve et la Figueira Champions Classic. Voilà. Donc, mais à coup pas. Mais non, bah, on imagine qu'il n'est pas encore au top de sa forme, contrairement à, comme on disait, Jorgensen, qui lui a les classiques pendant un mois à venir qui vont l'occuper, donc forcément qui est sans doute encore un peu plus en jambes. Non, je pense pas qu'il lui ait manqué grand-chose, vraiment. Surtout qu'il n'a pas non plus été aidé sur le contre-la-montre par équipe. Il a eu des conditions assez déplorables avec la pluie aussi. Parce ça que là, devient c'est plus là où habituel je pour pense que lui la sur les météo a chronos joué. par équipe. Bon après, ça l'a pas non plus empêché de reprendre du temps à Visma Leasebike par exemple, hein. La Soudal a devancé le temps de la Visma de 16 secondes, hein. Non, mais il aurait pu, dans des meilleures conditions, il aurait peut-être pu reprendre encore plus de temps. Bon, qui sait, on peut pas réécrire l'histoire de toute façon. Mais il lui a manqué quelques petites choses à droite à gauche, mais vraiment, c'est ce qui manquait, c'est les jambes. Et il était peut-être pas à son niveau impérial comme on l'a connu sur des Liège-Bastogne-Liège, par exemple. Est-ce qu'il a pu lui manquer à Remco Evenepoel d'être un peu mieux entouré, peut-être aussi? Ou ça aurait pas changé grand-chose? Je suis pas sûr que ça ait changé grand-chose, moi. Non, parce Il qu'en n'était plus, pas non plus esselé complètement. Non, donc notamment sur l'étape de la Colle-sur-Loup, je sais pas, et s'il y aurait eu un Mikel Landa ou même un Julien Alaphilippe, hein, puisque Remco Evenepoel a dit, moi j'aimerais bien voir Julien sur le Tour de France, sur cette étape de vendredi de la Colle-sur-Loup, avoir un coureur encore là, quand ils étaient plus qu'une douzaine, ça aurait pas pu aider tactiquement? Tactiquement, il aurait fallu qu'il y ait des gars qui puissent soient suffisamment proches au général. En fait, il y a pas de moment de course où vraiment où on se dit s'il a 3 gars avec lui, vraiment ça change la donne. Donc il n'y a pas y a pas à s'inquiéter par rapport à son équipe pour toi. Non, bah pas pour sur Paris-Nice, parce qu'en plus on sait que il y a d'autres courses où l'équipe sera plus forte, là où elle aura peut-être plus d'importance. Donc, Le tracé, ouais, il n'y avait pas spécialement besoin de monde. Il y avait, par les relais, c'est pas comme s'il avait eu à tracter tout seul tout le groupe pendant 40 minutes. non, clairement. Après, forcément, Soudal n'a pas l'effectif de Visma. Mais bon, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont l'effectif de Visma. Oui, voilà, il y a seulement UAE qui peut dire bah, nous aussi on a 40 000 grimpeurs. Sinon c'est tout, hein. Ah, bon, peut-être un petit peu bourrin. Allez. Et justement,
En parlant de l'équipe Boransgro, transition pas forcée du tout. En parlant de l'équipe Boransgro, Primoz Roglic faisait lui sa première course sous le maillot de l'équipe allemande. Primoz Roglic qu'on a vu plus en difficulté pour le coup, seulement 10e du classement général, et d'ailleurs même pas premier coureur de son équipe au classement général sur ce Paris-Nice, puisque Alexander Vlasov termine à la 5e place du général, sachant qu'on a eu aussi un certain Jay Hindley qui est allé prendre la 3e place de Tirreno Adriatico. Est-ce que Primoz Roglic peut voir son statut de leader numéro 1 être remis en cause sur la suite de la saison, et notamment en vue du Tour de France? Vu comment Vlasov et lui ont discuté très longuement avant que Vlasov mette son attaque, je pense que quel que le choix qu'il fasse, ça va être vu ensemble. Peut-être une répartition différente dans le calendrier, mais enfin, il y a eu 8 jours de course quoi, pour Roglic. Donc Il n'y a pas matière à s'inquiéter. Il aurait terminé 42e de la course à 1 heure, il y aurait eu matière à s'inquiéter. Là, il n'est pas exceptionnel dans sa course de reprise. Il était mieux en reprise quand il était chez Jumbo, mais voilà, quoi. Après, on dit quand il y a les coureurs qui ont changé d'équipe, il y a des nouveaux repères qui se sont à prendre, mais il a passé quand même, 7, 8 ans chez Jumbo? Quasi depuis qu'il est passé pro, hein, de 2016, hein, je crois, 2016-2023, au sein de la même équipe. Ouais, non, mais il a fait ses petites années chez Adria Mobile, là où il allait courir en République tchèque et en Chine. Forcément, c'est pas le même truc, donc il a connu qu'une seule équipe, et là, il arrive sur quelque chose de nouveau. Il va le laisser prendre ses marques, il n'y a pas de raison qu'il devienne complètement inexistant en montagne par la suite. Oui, non, je ne vais pas aller jusque-là non plus, mais je posais la question parce que on avait vu notamment justement Alexander Vlasov dire, sous-entendre un peu qu'il aimerait bien aussi être leader de l'équipe sur le Tour de France. Et quand on voit les performances que justement Vlasov et Jay Hindley sur Tirreno ont été mieux en forme, alors il y a aussi cet aspect de découverte d'une nouvelle équipe pour Roglic qui est à prendre en compte, mais quand on voit que Vlasov et Jay Hindley notamment ont été bien performants cette semaine, voilà, je voulais juste poser la question, savoir est-ce que ça peut aussi déstabiliser Roglic, est-ce que il peut y avoir une remise en cause, ou est-ce que ça peut aussi se retrouver en un leadership à 3 têtes peut-être Ah, tu veux dire la nouvelle Movistar pour qu'ils aillent finir 3e, 6e et 8e du classement général? Anselme? C'est une bonne tactique. Hein. Il y a le classement par équipe. Franchement, ça se joue. Hein. Non, mais Vlasov, est-ce qu'il a déjà montré qu'il pouvait être en mesure de gagner un grand tour? Jamais. Même pas une CP World Tour, je crois. Enfin, Si, Romandie. Romandie, mais bon. On parle de CP World Tour. On parle pas de. Ouais, mais après, il fait quand même régulièrement top 5 de Grand Tour. Là, il s'est montré quand même assez costaud. Non, il l'a fait 2 fois. Le Giro 2021 et le Tour 2022. Ouais, puis il fait 7e de la Vuelta cette année. Mais globalement, demain, on nous dit Vlasov. Je suis désolé, mais il est plus probable que Vlasov gagne une course par étape pour le Tour qu'un Français le fasse. Donc, je suis désolé. De là pouvoir prétendre un rôle de leadership, je vois pas ce qu'il y a. Déjà parce que Vlasov l'a déjà fait, lui, contrairement aux Français qui sont en plus actuellement en carrière. Le truc, c'est que Roglic, c'est quand même, c'est pas n'importe qui. C'est Roglic, donc arrivé et là, donc bon, je pense pas que, on va pas lui dire ah bah non, en fait, t'es équipier, mais faut pas qu'il fasse ça sur toutes ses courses de la saison, parce que si, je sais pas quel est son programme d'annoncer. Julia et la Flèche, probablement. Ouais, et Critérium, mais si le Tour du Pays Basque est quand même une course qui lui réussit bien, il se trouve encore. On les Ardennaises, je sais pas si Liège, s'il a déjà, oui, il avait gagné avec Alaf, la fameuse. Donc non, mais s'il se trouve, si sur le Dauphiné, pareil, demi-teinte et tout, moi je suis le patron de la Bora. En plus sur le Tour, t'arrives avec le nouveau sponsor Red Bull. Difficile de te mettre tous les œufs dans le même panier, sachant qu'en plus à côté t'as un Vlasov qui a été solide, t'as un Martinez qui a montré de belles choses en Algarve. Alors, certes, pour rajouter un Bourman. Non mais Bourman, n'abusons pas tout de même. Mais il n'y a pas matière à s'inquiéter tout de suite. Mais faudrait quand même que le Pays Basque il aille chercher quelques étapes et qu'il soit en lice pour la gagne. Surtout qu'il fera beau là en plus, donc tu n'auras plus d'arguments. Hein. Ouais, c'est pas sûr. Hein.
Tour du Pays Basque. Non, mais même s'il pleut, il fait 20 degrés. Ouais, enfin, le Pays Basque, C'est à bon. l'échelle de l'Espagne, c'est comme la Bretagne pour la France. Hein. Eh ben, il fait hyper beau. Il fait beau plusieurs fois par jour. Non, regarde. Il avait fait hyper beau ce matin. Là, il fait hyper beau. Il y a eu un peu de plus cet après-midi, mais en détail. Titouan, de ton côté, est-ce que tu penses aussi que Primoz Roglic, c'est trop tôt pour s'inquiéter? Ah oui, oui, oui. Bon, là, il a le droit à des ratés quand même. Là, il arrive dans une équipe où ils ont le choix entre les salades, donc forcément, ça le bouleverse. Mais oui, parce qu'il y a un article de l'équipe où il disait que Bora, c'était bizarre par rapport à Bisma parce que il y a le choix entre plusieurs salades dans les buffets. Bon. Mais non, il n'y a pas mesure à s'inquiéter. En plus, bon, on parlait des conditions météo, effectivement, il a du mal dans le froid. Apparemment, il était frigorifié. Je crois il a failli rentrer dans un autre coureur à cause de ses mains gelées. Dans Jorgensen, justement, je crois. C'est le frère de Jorgensen qui a raconté ça sur Twitter. Donc, bon, la pluie, c'est pas fait pour lui. Ça me semble pas illogique qu'il se soit pris autant de temps dans la figure sur le week-end de niçois. Donc, pas encore mesure de s'alarmer. Il faudra voir Pays Basque, Flèche et je sais pas s'il fait Dauphiné ou Tour de Suisse. Dauphiné, voilà. a priori. Pour l'instant, ça parle du Dauphiné. Hein. Lui avait dit qu'il aimerait bien faire le Tour de Suisse pour le gagner, parce qu'il ne l'a pas encore gagné. Ça fait partie des rares courses par étape dans le Tour qu'il n'a pas gagné encore. Mais du côté de la Bora, on a dit objectif Tour de France, donc tu iras faire le Dauphiné. Ouais, il y a quand même du positif dans ce que dit Titouan. Hein. Roglic a failli tomber. Il n'est pas tombé. Il n'est pas tombé. Déjà, il n'y a pas à s'alarmer sur ça. Il a trouvé de l'équilibre. Franchement, il y a du progrès chez les Slovènes. Voilà, on va s'accrocher au positif. Bon, puis après, pour finir sur du positif du côté de la Bora, on peut aussi se dire que d'un côté, si Roglic est en progression, on peut se dire que on a Vlasov et Jai Hindley qui sont en mesure d'être bien costauds sur le Tour de France. Ça peut servir. Après, le problème, c'est que Roglic est le seul capable d'inquiéter Vingegaard et Pogačar. Là, Hindley et Vlasov, bon, pour un podium, top 5, oui, ça le fait, mais c'est qu'une solution de rechange pour la victoire. À part grosses circonstances de course. Mais... En tout cas, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard dans la saison, quand on approchera tranquillement du Tour de France. Un autre point aussi sur cette semaine, alors je l'avais évoqué en introduction, l'équipe Visma Lease Bike a réalisé un doublé avec la victoire de Matteo Jorgensen sur Paris-Nice et celle de Jonas Vingegaard sur Tirreno Adriatico. Il me semble que c'est la première fois dans l'histoire qu'une équipe remporte en même temps Paris-Nice et Tirreno Adriatico, donc victoire historique. Encore une fois, Visma Lease Bike rentre dans ses statistiques historiques. Est-ce que ça peut être le signe que l'équipe néerlandaise continue toujours d'être encore un peu meilleure? Ouais, c'est juste le signe que Pogačar n'était pas à Paris-Nice, non? J'ai envie de dire, c'est un peu après la saison dernière, c'est anecdotique. C'est comme si ton gamin il se met à marcher alors que le jour d'avant il avait couru un 100 mètres. Tu dis ouais, c'est bien, mais bon, t'as fait mieux l'année dernière. On est plus à ça avec la Visma Lease Bike. Alors certes, la victoire de Jonas Vingegaard, bon, c'est Jonas Vingegaard et ce que sous-entendait un peu Geoffrey, il y a que Tadej Pogačar qui peut vraiment l'inquiéter, le Danois. Aujourd'hui, oui. Et après, le fait de voir Matteo Jorgensen en mesure de battre des coureurs comme Primoz Roglic, comme Remco Evenepoel notamment, puisque Remco Evenepoel est son dauphin au général, est-ce que ça veut pas aussi dire d'un côté que on est toujours un peu plus costaud et on a toujours, quoi qu'il arrive, des coureurs qui sont en mesure de battre les adversaires de Vingegaard? Bah en plus, il faut se dire que c'est quand même Jorgensen, c'est le deuxième équipier en montagne, quoi. C'est même pas le lieutenant, c'est même pas le leader normalement sur la Visma. Donc qu'un équipier comme ça puisse gagner Paris-Nice, oui, ça montre quand même l'énorme domination. Après, on peut les comparer juste à UAE, qui ont quand même aussi Brandon McNulty qui a fait un très très beau Paris-Nice très costaud, sauf dans les descentes donc. Mais qui est UAE, entre guillemets, rassure aussi à ce niveau en prouvant qu'ils ont toujours une grosse densité, un gros effectif. Pour moi, Visma assure pas sa domination, c'est pas sur ce doublé qu'il l'assure, c'est globalement tout le long de l'année
depuis 2-3 ans avoir des mecs capables de performer partout. Même on pense à Tratnik. Donc ça veut Ils dire sont qu'au final, ça super te surprend pas de voir la Visma Lease a Bike faire le doublé? Ça me surprend un peu que Jorgensen gagne, étant donné qu'il est parmi les gros outsiders. C'est pas non plus un choc. Et bon, Vingegaard, ça aurait été là pour le coup choquant qu'il gagne pas Tirreno. Donc non, c'est pas une grosse surprise. Ils sont à leur place de top team mondial actuel. Il y a pas je crois pas qu'il y ait eu de nouveau cette année. Et c'est le doublé Tirreno Parini, c'est qu'il est quand même moins impressionnant. Il est moins révélateur que leur triplé Giro Tour Vuelta avec le triplé sur la Vuelta de l'année dernière, quoi. On pourrait même dire que ils ont même fait plus niveau domination au World Tour cette année sur l'Omloop que ce qu'ils ont fait là sur Paris-Nice et Tirreno. Où ça tombe sur eux sur Paris-Nice avec Jorgensen qui était très fort, mais c'était très ouvert jusqu'au bout. Et enfin, sur Tirreno, c'est juste Vingegaard qui était largement au-dessus. Et si Vingegaard avait été sur Paris-Nice, il l'aurait écrasé tout pareil. Alors que qu'on avait vu dans les Flandres vraiment une domination collective impressionnante. Ce qu'ils n'ont pas encore fait cette année sur les courses par étapes, ça va peut-être venir pour les mois qui arrivent. Ouais, donc pour toi, Geoffrey, il n'y a pas forcément grand-chose à en conclure de ce doublé de Visma Lease a Bike, si ce n'est que, bon, Non, finalement, la on savait qu'ils en étaient capables. La stat est marrante, mais avant le World Tour, tu avais beaucoup d'équipes qui faisaient qu'une des deux. Les premières années du Pro Tour, Tirreno Adriatico, c'était pas vraiment pour des coureurs de course par étapes, hein. Mhm. Pour ceux qui sont habitués à voir des courses de côte dans Tirreno Adriatico, allez jeter un coup d'œil au Tirreno Adriatico, pardon, 2005. Il y en a qui vont attraper des boutons juste en regardant le parcours et le résultat des étapes. Ne serait-ce que pour donner le podium final, Oscar Freire devant Alessandro Petacchi et Danilo Hondo. Voilà, ça respire pas la course par étape de 3 semaines, tu vois. Oui, Petacchi, c'est pas le meilleur grimpeur du peloton, hein. Donc ouais, mais c'est vrai que quand j'avais regardé la stat, parce que j'avais vu quelqu'un me poser la question sur le forum, je m'étais dit, bon, la Sky a dû faire ça une année, hein. Ben non. Non, l'Italie, ça leur a jamais réussi, vraiment, la Sky. Ouais, c'est vrai qu'il y a juste quand même. Je vois la victoire de Michal Kwiatkowski en 2018. Ouais, il y a pas Geraint Thomas qui fait podium cette année-là? Si, aussi, ouais. Ils ont un Giro, quand même, aussi, la Sky. Oui. Ouais, 2018, c'était leur année italienne, on va dire. Voilà. Bon, du coup, la stat est plus anecdotique qu'autre chose, j'ai envie de dire, concernant la Visma Lease a Bike et ce doublé sur Paris-Nice Tirreno Adriatico. Ouais, c'est un détail. C'est ça. Bon, disons que ça confirme le fait que c'est la meilleure équipe du monde actuellement, mais pas de quoi faire lever les foules après un triplé sur les grands tours. Bon, on verra maintenant, par contre, si dans la foulée, ils vont gagner le Tour de Catalogne, puis le Tour du Pays Basque, puis le Tour de Romandie, puis le Dauphiné, Ouais, non, et le Tour de Suisse. s'ils font la domination sur toutes les courses par étapes pour le tour, là, on pourrait se dire peut-être, bon, les gars, arrêtez. Alors, au Tour de Catalogne, les ça me semble un autres. peu compliqué, puisque pour l'instant, je vois seulement Kruijswijk et Racing face à Pogacar. Franchement, il y a 10 ans, ça chauffe. Ils n'ont pas gagné le Tour Down Under. Il y a déjà une course par étape qu'ils n'auront pas cette année. Effectivement. Deux, avec l'UAE Tour aussi. Ouais, Ah. mais ça, c'est une World Tour B. Ouais, En plus, ils sont battus par une Conti Pro en Down Under. ouais, c'est dire que pour l'instant, on a autant de victoires sur les courses par étapes, autant de victoires d'équipes Pro Team que de la Visma Lease a Bike. Ah, ça c'est de la stat. Attention. Ah bah oui, c'est la Lotto qui gagne en UAE. Ouais. Mais du coup, est-ce que le problème, c'est pas que les autres équipes World Tour ont pas le niveau? Dans quel C'est ça, en sens? fait. Bah, elles sont battues par les Conti Pro et par la Jumbo, donc c'est ça en fait le problème. Ils sont tous tout seuls. Bon, on verra sur la suite de la saison, mais bon, c'est pas dit que les Visma Lease a Bike fassent un 100% sur tout ce qui reste. On va passer à un autre élément dont on va parler quand même, qui est intéressant. Alors, vous en parliez un petit peu sur le bilan global de Tirreno Adriatico. Les sprinters, pour le coup, eux ont pu se mettre en évidence avec plusieurs sprints. Il y a eu victoire de Jasper Philipsen, de Phil Bauhaus et 2 fois Jonathan Milan. Et on va rajouter aussi sur Paris-Nice un doublé de Lafcoy, là aussi la Visma Lease a Bike, et une victoire de David De Klein, un sprinter d'une équipe Pro Team, en l'occurrence Tudor.
Qu'est-ce qui vous a marqué du côté des sprints sur cette semaine, aussi bien en France qu'en Italie? C'était assez varié, quand on a eu plusieurs coureurs, c'est pas un seul sprinter ou un seul train qui écrase. On a beaucoup de sprinters compétitifs, ils sont dans beaucoup d'équipes et, euh, et aussi des sprinters qui ont des manières de sprinter qui sont différentes. Euh, que ce soit, enfin, je veux dire, Milan, Philipsen, Koy ou même De Klein qui arrivent, ça fait des choses qui sont variées et bah, c'est assez plaisant à voir. Donc ça veut dire que si on veut de la variété, vaut mieux regarder les sprinters que les grimpeurs, c'est ça? C'est ça, Geoffrey? Mais ouais, on se fait chier en montagne, allez, remettez des grands tours où il y a 2 étapes de montagne et faites un Giro à la Petacchi et à la Cipollini pour qu'ils pètent des records, là où on mettait 14 étapes de plaine pendant 3 semaines. Ah, le Tour de France des années 2000, une semaine de sprint. Quel plaisir. En vrai, ça, il y a eu ça qu'en 99, hein, sinon il y avait toujours des étapes quand même qui avaient Je vois un Anselme autre de suite type. un petit peu déçu là. Non, 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 je regarde ce que je vais dire après sur les autres sprinters. Mais oui, c'est vrai que ça fait forcément des formats un peu différents, des qualités différentes, hein. Parce que on a des sprinters qui passent très bien les bosses. On a par exemple du Mats Pedersen qui était sur Paris-Nice, qui n'a pas gagné, mais qui fait partie de ces coureurs qui passent très bien les bosses, alors que on a vu sur Paris-Nice Arvid De Klein qui a gagné l'étape la plus plate et dès qu'il y a eu des petites cotes, il passait par la fenêtre. Le sprinter néerlandais qui était remplacé par Matteo Trentin du côté de l'équipe Tudor. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal à faire. Titouan, qu'est-ce que tu en retiendrais toi de tous ces sprints? Déjà, je retiens sur Tirreno que Milan a appris à sprinter droit, contrairement à Girmay qui a décidé d'assassiner Zingler. Ah, lui, il est catastrophique, hein. Mais 2 fois en plus. Enfin, Il a après, 2 sprints où il se fait déclasser. Girmay, pendant plusieurs années, on disait faut qu'il réussisse à s'imposer un peu plus sur le sprint parce qu'il se faisait bouffer par tout le monde. Bon, il y a un juste Ouais. milieu qui a trouvé, mais Non, mais là, il avait une rancœur contre Zingler. Ça vient peut-être de Delco, je sais pas. Mais... non, mais non. Bon, en dehors de ça, Milan, il m'a vraiment impressionné. Philipsen, je pense que sa chute sur les étapes qui se finissaient un peu en côte l'a bien amoché. Donc, je pense qu'on peut pas tirer conclusion sur lui non plus quand même. Mais sur l'étape qu'il gagne, il gagne la première ouais, étape. il bat Merlier dans la première. Oui, il s'impose devant Tim Merlier qui lance le sprint au dernier virage à 350 mètres. Ouais, il a cru qu'il était pour son pilote. Il s'est dit « Oh, je suis Fernando Gaviria !» Mais tout le monde n'est pas colombien. Tout le monde n'a pas la puissance. Ouais, parce qu'il a fini deuxième, Gaviria aurait fini 7 ou 8. Ouais, vous l'aurez gagné. Merlier, d'ailleurs, qui était. Je crois qu'il abandonne assez vite. Oui, je crois qu'il a abandonné sur la Non, il dernière étape. abandonne. Non, il Non, abandonne en fait. sur la dernière étape, je crois. Il Sur abandonne. la dernière étape. Mm. Il a juste été complètement transparent. Après, il fait 87 et puis 150, 140, 120. Ah, forcément, si tu regardes son classement des étapes de montagne, c'est compliqué, hein. Il a eu en fin de saison dernière une victoire tellement prestigieuse, il faut s'en remettre mentalement, Et trouve-moi nous se parler de relancer. la course, hein, forcément. Ouais, on va rappeler que Je suis désolé, mais on va rappeler que Tim Merlier, en fin d'année dernière, a remporté 2 étapes du Tour de Slovaquie. Et le Grand Prix de Fourmi, accessoirement. Voilà. Ah, il fallait bien que tu arrives à le placer, Geoffrey. ce n'est pas moi qui ai cité le nom de la course. Oui, à peine, à peine. On va nous citer l'autocopéki juste après, c'est bon. Go, on a compris. Non, mais Merlier n'a pas été aussi impressionnant qu'aux yeux à eux, quand même. Qui ça? Mais Merlier, Tim Merlier, il n'a pas été aussi impressionnant que. Non. Général. Non, surtout que après son tour des émiens, on pouvait s'attendre, pardon, à ce qu'il soit vraiment dans la course. Et au final, il était très transparent. C'est là où on peut se dire, autant l'année dernière, on sentait que Jasper Philipsen était assez largement le sprinter numéro 1. Là, pour l'instant, on a une hiérarchie qui, pour l'instant, est bien plus partagée, bien plus disputée. Non, et puis avec Olaf Koy à Nice, enfin à Paris-Nice, lui qui devrait découvrir les grands tours, on peut se dire qu'il pourrait faire un joli début. Il devrait être au départ du Giro, Olaf Koy, hein, pour la précision. Ça peut être un sérieux prétendant, je sais pas, bon, on verra quel sera le plateau de sprinter.
Par contre, niveau sprint, il y en a un. On pourra dire 2 mots. Arnaud Démarre. Bah tiens, Franchement. justement, on va faire la transition pour parler de nos coureurs français, parce qu'Arnaud Démarre n'était pas le seul français engagé sur cette semaine, hein. Mais en effet, comme tu le dis Anselme, et pas que pour Arnaud Démarre, de manière générale, cette semaine a été quand même plutôt compliquée pour nos coureurs français. On repart avec Kevin Vauquelin, qui est 10e et meilleur français au total au classement général des deux courses, 10e de Tirreno Adriatico. Sur Paris-Nice, c'est Aurélien Paré-Peintre qui est 14e du classement général. Paris-Nice, où on a seulement, entre guillemets, 3 top 10 d'étape pour nos coureurs français. Et sur Tirreno Adriatico, en plus du top 10 final de Kevin Vauquelin, on a quand même un petit peu mieux, 2 podiums, un top 5 et 6 top 10 d'étape. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette semaine? Comment est-ce qu'on peut expliquer les difficultés qu'ont vécu les coureurs français, aussi bien sur Paris-Nice que sur Tirreno Adriatico, mais peut-être encore un peu plus davantage sur Paris-Nice? Quand tu parlais d'Arnaud Démarre, on peut se poser la question pourquoi il était sur Paris-Nice et pas sur Tirreno Adriatico. Ah ouais, mais même sur Tirreno, enfin, il a pas d'équipe pour l'emmener et on se rend compte qu'en fait, il est incapable de frotter. Ah, il a tout perdu là. À un moment, il y avait de belles choses qui pouvaient être entrevues chez Arkea l'année dernière. Mais là, je sais pas si il a perdu Sénéchal, mais son train a vraiment pas été à la hauteur. Enfin, on parle d'un gars qui à un moment dominait les sprints sur le Giro avec un plateau solide. Et là, enfin, il est transparent. Ah non, mais oui, entièrement. Il a tout perdu. Mais en plus, vraiment, pour parler plus récent, parce que le Giro qui domine, c'était 2020 quand même, que ça fait. Mais même par rapport à la fin de l'année dernière, c'est vraiment pas ça du tout. Et même les bosses qu'il avait l'habitude de pas trop mal passer, là, il a été assez en difficulté sur la première étape de Paris-Nice, la côte d'Herbeville. Bon, c'était pas flamboyant ce qu'il a fait. Arnaud Démarre, c'est 13e comme meilleur résultat sur la deuxième étape, remporté par Arvid de Klein. Donc forcément, c'est un peu compliqué. Tu regardes l'approche du final, tu le vois à des moments et tu as 2-3 moments où il y a l'ouverture et au lieu de faire l'effort sur l'extérieur d'aller se replacer devant, eh ben, il se met dans la boule, il se fait enfermer et puis au premier virage, au premier freinage, il perd 3 places et il recule. Est-ce qu'on peut trouver une explication aux difficultés qu'Arnaud Démarre? Est-ce que ça peut être lié à un manque de confiance, hein, peut-être? Ah, pas probablement, je pense il lui manque peut-être quelqu'un pour le placer là dans le final. Et et puis début de saison un peu plus compliqué et il a pas la confiance pour mettre la roue où il faut pour se faufiler et du coup forcément là il se retrouve hyper loin. Mais est-ce que c'est pas habituel pour Arnaud Démarre de pas être très performant en début de saison? Ah non, Parce non, que non, mais pas, ces dernières années, une fois ou deux, il venait faire une deuxième ou une troisième place d'étape, mais j'ai pas souvenir qu'il est non plus, enfin que ce soit un coureur qu'on est habitué à voir briller en février et en mars, à part ces toutes premières années. C'est vrai Enfin, que ces dernières années il était depuis le Covid, j'ai pas meilleur plus souvenir de tard. l'avoir vu en forme dans les courses hivernales, quoi. Il se met en route un peu plus au printemps et c'est pas ça qui peut l'empêcher de briller par la suite. Euh, Donc faut pas s'inquiéter, il n'y a pas péril en la demeure et Arnaud Démarre, ça reviendra au fil de la saison pour toi, Geoffrey? bah, Milan-Turin, pour moi, ça peut être un test un peu plus important par rapport à ses objectifs qui arrivent, Et qui puis San sont Remo aussi. Milan-San Remo et Game qui sont ses objectifs, mais il aura de quoi se lancer peut-être un peu plus. Et après, par rapport aux autres coureurs français, parce que voilà, vous aviez commencé par parler d'Arnaud Démarre, mais il n'y a pas Codu, pas que lui. voilà quoi. Ouais, il y avait des coureurs français sur les courses, c'était C'est con quoi. à savoir. Oui, David Godu qui se fait avoir sur l'étape du Mont Brouilly par une chute en montée en essayant d'enlever son impair. C'est le côté, c'est dommage. c'est le côté pas de chance et qui après fait que tout se dérègle et je crois un peu aussi il se sentait pas bien, un peu blessé je crois aussi par rapport à ça. En plus, surtout qu'il disait, et il avait l'air visuellement d'avoir de bonnes jambes juste avant cette chute sur l'étape du Mont Brouilly. Et bon,
étant donné qu'il n'y a pas eu d'explication finale, il n'a pas pu vraiment s'exprimer, donc on ne saura pas quel était son état de forme jusque-là. Bon, encore un Paris-Nice à oublier, j'espère qu'il ira à Tirreno les prochaines années, qui sont un peu moins nerveux, parce que là, ça fait... Le Paris-Nice de l'an dernier, moi je veux bien m'en souvenir tous les ans. Hein. Alors, oui, mais ça reste l'exception. C'est un peu comme Bardet, Paris-Nice, ça n'a jamais trop marché non plus. Je pense que Godu aussi est maudit avec cette course. Et en plus, Godu, c'est l'arbre qui cache la forêt, parce que derrière, il y avait des bons Français. Je pense notamment à Aurélien Paré-Peintre, qui faisait un très beau Paris-Nice jusque-là, qui a été gêné dans une chute dans une descente la côte de Châteauneuf, qui connaissait bien et que manifestement tout le monde ne connaissait pas. Donc, j'ai vu passer ça aussi, ouais. C'est Hofstetter qui s'en est plein. Hein. Ouais, Aurélien Paré-Peintre, je crois, a dit on voit quand même le coureur qui était devant lui, ou je sais pas quoi, savait pas qu'il fallait tourner à gauche. Ouais, voilà. Il avait dit ça sur son Strava. Mais dans cette même équipe, Bruno Armirail a été assez convaincant sur cette dernière étape en ramenant le groupe de Félix Gall sur le groupe Roglic et Escalmoseux. C'était une belle performance française à ce niveau. Et même Ewan Kostiou en second rideau sur Paris-Nice, c'était assez solide. Il fait un top 17 final, si ça se dit top 17. On peut te dire après le top 11. Après le top 11, voilà. Mais bon, c'était pas glorieux de la part des Français, mais c'était pas non plus infâme en termes de promesses, en tout cas. Ouais, il y a plus un peu le côté malchance que t'évoquais Aurélien Paré-Peintre, sans sa crevaison qui le relègue assez loin sur l'étape de Nice, en imaginant, hein, c'est très hypothétique, hein, qui suivent jusqu'au bout avec son coéquipier Félix Gall, il se serait retrouvé 9e du général. Donc il y a une part de malchance qui peut expliquer les difficultés des Français sur Paris-Nice. Et puis, indépendamment de ça, par rapport à ce que tu disais en général sur l'état des Français qui viennent pas sur les courses par étapes, il n'y a pas que les Français qui sont dans le dur. Hein. On peut prendre les Espagnols ou les Italiens qui sont pas non plus au top, mais en vrai, tu retires les Jumbo, enfin Visma maintenant, les Slovènes en général, Sky, Ineos et Evenepoel, il reste pas beaucoup de courses par étape. Il reste déjà pas grand monde dans le top 10. Là, je vois, j'ai Paris-Nice sous les yeux. Il reste Schielmose, Plap et Félix Gall. Hein. Si on veut avoir un Français qui gagne une course par étape, il faut demander à Visma de mettre Christophe Laporte comme leader sur le Tour du Benelux. Et puis, c'est bon, on va en avoir une. Hein. Ou peut-être de recruter Lenny Martinez. Hein. Le sujet qui fâche. Ouais, après, si ça se trouve, on va avoir un Pavel Sivakov qui va aller gagner un Tour de Romandie ou un truc dans le genre sans qu'on le voit arriver. Gangzi. Alors Anselme, je sens qu'il a encore coincé la 2e place de Rémi Rochas. Non, par contre, il y a quand même Vauclin, on l'a abordé vite fait, mais il fait quand même un super Tirreno. On en attend beaucoup et sa Vuelta a été tronquée l'année dernière. Mais là, top 10 sur le chrono et à Valle Castellana, podium au sprint, derrière Beauce, Milan et devant Bettiol, Vendramé, tout ça sur un final difficile, c'est hyper solide. Et derrière, il a hyper bien limité en montagne. Donc, et puis, le dernier Français à avoir fait top 10 sur Tirreno, c'est quand même quelqu'un. Donc, ça peut annoncer de bonnes choses. Est-ce que tu veux nous rappeler qui c'était ? C'est un super poursuiteur. Le dernier Français à avoir fait top 10 sur Tirreno. Un petit coureur du côté de l'Est de la France, pas très connu, mais qui a pris sa retraite récemment. Tu parlais de Périchon ? Oui, ouais, tout à fait. Lui. Puis justement, en parlant d'un coureur qui, visiblement, je crois, serait passé par l'équipe Groupama FDJ peut-être. Hein, on a aussi Romain Grégoire qui a pris la 13e place, alors que Romain Grégoire, on l'imagine davantage puncher. Il s'est montré assez résistant sur les étapes de montagne de ce Tirreno. Donc aussi bien pour Kevin Vauclin que pour Romain Grégoire, ce Tirreno peut laisser espérer de belles promesses à l'avenir. Et il prend quand même un petit éclat sur l'étape de Montepetrano, Romain Grégoire. On l'a vu lâcher en même temps que Vauclin quasiment. Et au final, il finit quand même... il perd une minute par rapport à Kevin Vauclin. Il perd une minute, c'est pas non plus alarmant. Mais je sais pas si... Après, il y a forcément on connaît les profils, donc on se dit c'est peut-être révélateur du côté plus puncher ou pas.
Mais non, ça reste une super performance. Et je profite de parler de Monte Petrano parce que j'ai une petite anecdote. J'ai regardé l'étape avec mon coloc et qui suit le vélo depuis moins longtemps que moi. Et quand ils nous ont parlé de l'étape du Giro, il m'a regardé en disant mais il faisait 7 heures de vélo. Et là, je me suis dit, ah oui, il a vachement changé le vélo. Mais c'est là que je me suis rendu compte que, alors que pour moi, tout gamin, c'était 7 heures, 6 heures, normal, c'est ça une étape. Et on se rend compte que les durées ont quand même vachement réduit. C'est sûr que du coup, après, pour comparer les temps d'ascension entre Carlos Sastre, après 200 km et des brouettes, et Jonas c'était Vingegaard, 230. bon, c'est pas la même chose. Hein. Ouais, j'ai vu passer des trucs comme ça en se disant, quoi, mais là, tout le top 10 a monté plus vite que Sastre. Alors oui, C'était pas la même étape. mais disons que... Voilà. J'avoue, c'est Pas moi pareil. qui dis ça. Donc, il avait pas le profil de l'étape de Monte Petrano, mais effectivement. En plus, c'est un Giro, je crois. Il y a plusieurs étapes de plus de 200 bornes en montagne, quoi. C'était un... Ah, Ah, bah, mais c'était un vrai grand tour. C'était les Giro Megnan, ça, non? Ouais. C'était des vrais grands tours, des vrais coureurs. Ça avait la classe. Magnifique. Bon, juste pour finir un peu sur le bilan, sur ce qui s'est passé côté français, bon, on va pas non plus oublier Guillaume Martin qui avait été en difficulté sur Tirreno. Et pour finir sur la malchance, entre guillemets, Romain Bardet qui a dû abandonner sur commotion Tirreno Adriatico. Bon, on va espérer que la roue tourne un peu plus dans le bon sens sur les prochaines courses pour nos Français. Et puis, quitte à finir sur une bonne note, on va rappeler que le seul coureur à avoir battu la Visma Leaseback sur un classement général cette semaine, il est français, Noah Isidore. L'Istrian Spring. Noah Isidore de la Decathlon AG2R réserve sur l'Istrian Spring Trophy, voilà, en Croatie, comme le disait Anselme. Ça fait toujours du bien de... Ah, il en bat 2 en plus. Hein. Ouais, tout à fait. Hein, et, devant deux Visma Leaseback sur le podium, et au milieu, c'est un Français, Cocorico. Voilà, on finit sur une bonne note. Et on va finir sur Milan-San Remo, qui arrive ce samedi. Le premier monument de la saison, Milan-San Remo, qui ne partira pas de Milan, mais de Pavie cette année. Donc, bien évidemment, la question fatidique, quel est votre pronostic pour Milan-San Remo, messieurs? Qui veut se lancer en premier? Mathieu Van Der Poel. Oui, mais c'est la même réponse à chaque fois pour toi, on le sait, Geoffrey. Mathieu Van Der Poel. Alors, tu peux pas dire l'Autocopéki, puisqu'il n'y a pas de Milan-San Remo féminin. Mais il y a le troféo il y a le troféo Elle n'est Binda. pas prévue sur le trophée Alfredo Binda, je pense. Écoute, je vais aller vérifier ça. Est-ce que les Belges envoient des pistards à la Coupe des Nations qui est ce week-end? Une Coupe des Nations sur piste. Ah oui, là, j'ai pas forcément toutes ces infos, là, Geoffrey. Mais bon, c'est vrai que pour le coup, le troféo Alfredo Binda, qui est la grande course italienne d'un jour de début de saison côté féminin, on a un peu moins d'informations. Et puis allez, si tu veux citer une crosswoman, on peut citer Puck Peters. Allez, si tu veux. Ouais, je vais plus dire Marianne Vos, quitte à y aller avec le cœur. Allez. Allez, Anselme, sur Milan-San Remo. Bon, j'ai regardé vite fait la startlist, mais c'est pas forcément des gars qui vont être là pour jouer la gagne, mais j'aimerais beaucoup voir un Ewan ou un Christophe jouer la gagne. Mais Alexander Christophe ou Christophe Laporte? Alexander Christophe. Mais j'ai peur que nos allumés du Poggio là rendent la tâche un peu compliquée à mes chers sprinters. Et quand tu penses aux allumés du Poggio, je présume que tu penses à Mathieu Van Der Poel et Tadej Pogacar? Ouais, Pogacar, Ghana, enfin l'année dernière quoi. Parce que je pense qu'il y a plus de chances qu'on ait la même que l'année dernière qu'un sprint massif. Après, Ewan a déjà fini Poggio. Hein. Ah non, mais Ewan, une année, il nous avait fait une montée incroyable. Il montait dans le top 5 là jusqu'en haut. Mais bon. En fumant la pipe en plus, c'était beau. Cette année, Ewan, bon. Et justement, Tito, quel serait ton pronostic pour Milan-San Remo? Je suis pas très original, hein, comme chaque course où il est au départ. Je vais dire Tadej Pogacar, évidemment. Cette année, c'est la bonne? Ouais, cette année, c'est la bonne. Il faut bien qu'il ait un 5e monument. 4, 5e, je sais plus. Encore un monument, quoi, sa besace, ce serait pas trop.
Et sinon, en Dark Horse, on va dire, en outsider, en grosse cote, j'aimerais bien citer Soren Warenschild, qui avait fait qui a le profil pour cette course, le Norvégien de la Uno-X, là, et qui avait fait un gros numéro sur la dernière étape de Tirreno, là, sorti dans le final. Bon, enfin, il y en a beaucoup qui tentent des coups du kilomètre, donc c'est pas non plus la perf du siècle, mais il est en forme. Et j'ai une petite intuition qui peut être bien. Après, bon, il va sans doute faire top 50, mais... Voilà, il faut quand même qu'on cite une grosse cote, hein, sinon c'est pas chasse-patate. Hein. Voilà, bon, allez. On peut peut-être citer un petit Christophe Laporte, le Français champion d'Europe, qui va être normalement le leader de Visma Lease the Bike, même s'il y a Olaf Koy. En tout cas, il y aura 2 cartes pour l'équipe néerlandaise. On va peut-être avoir une victoire française sur ce Milan-San Remo. Et puis, par rapport aux statistiques, je crois que j'avais vu qu'on est sur les 16 dernières années, 16 vainqueurs différents de Milan-San Remo. Ouais, j'ai vu que le dernier double vainqueur, c'était Fréré. Un multiple vainqueur, mais vainqueur d'affilée, c'est même encore plus loin. Ah oui, je pense, ouais. Bah, c'est Zabel, c'est pas si loin que ça. C'est le début des années 2000, il doit gagner en 2000. Ouais, 2000-2001. Mais enfin bon, Ouais, oui, c'est ça ça. commence à remonter. Hein. C'est quand même pas mal. Hein. Et une autre statistique pour Mathieu Van Der Poel, comme ça on peut la garder de côté pour la semaine prochaine peut-être, on verra. Le dernier coureur à avoir gagné Milan-San Remo sur son premier jour de course. Est-ce que Geoffrey, tu l'auras? C'est Van Der Poel, non? Non. Ouais, alors là, je t'avoue, là, comme ça, je ne l'ai pas. Ah, bah voilà, j'ai calé Geoffrey. Si tu me donnes un indice, je sais pas. C'était avant que le Poggio soit sur le parcours de Milan-San Remo. Donc ça veut dire que c'est avant 62. Tout à fait. Alors, est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce que c'est parce que c'est PCS qui a sorti la stat et ils n'avaient pas les calendriers complets des coureurs sur le mois de février? Alors, j'ai vu la statistique sur Twitter, j'ai juste confirmé ça, c'est vu par Stats on Cycling, Cycling Statistics, qui en tout Je sais cas, pas, a sorti ça. parce que les Italiens, ils avaient des courses à l'époque, les Français, ils étaient tous sur le hors. Peut-être un Belge qui n'aurait pas fait, je sais pas, Germain de Reyck? Je dis ça au pif. Hein. Non, c'est Rick van Steenbergen en 1954. Ah, tu vois, j'étais pas loin, j'avais dit un Belge. Ça se trouve, c'est celui qui gagnait l'année d'avant, l'année d'après, Van Steenbergen. Germain de Reyck, c'est en 1955. En Ah, effet. ça remonte quand même. Voilà, donc Germain de Reyck avait couru avant Paris-Nice et l'Omloop et Newsblad, alors que Ouais, mais Rick van Steenbergen, lui, n'avait fait que des courses sur piste. Ouais, mais il avait dû en faire beaucoup de courses sur piste. Il courait énormément sur piste à l'époque. Voilà. L'occasion de parler de l'Otto Kopecky qui fera bien partie des courses en peloton dans la Coupe des Nations qualificative au JO à Hong Kong ce week-end, où elle aura notamment comme adversaire Constance Marchand, puisque le Sprinter Club féminin a réussi à être présent sur une Coupe des Nations. Et je suis content d'avoir l'occasion de citer cette équipe pro-piste française qui met en avant la pratique du cyclisme sur piste côté féminin. C'est pas souvent qu'on a l'occasion de parler d'eux, et Constance Marchand aura l'occasion de mettre en avant un maillot bleu-blanc-rouge, 2 championnes de France sur cette Coupe des Nations, et donc ça vaudra le coup d'y jeter un coup d'œil. Eh ben, très bien. Est-ce que tu as la sélection de l'équipe enfin les représentants français à Hong Kong pour terminer? Non. D'accord, très bien. Non, j'avais jeté un coup d'œil aux présélections. Il y a nos pistards, nos sprinteuses qui vont à 4, a priori comme c'était à Adélaïde, avec donc l'équipe en vitesse par équipe et les 4 qui vont être alignés, parce que certaines en équipe de France, certaines avec le team Créteil Chronos pour la vitesse individuelle et le Keirin. Côté masculin, a priori, on envoie l'équipe olympique, j'ai envie de dire. Peut-être un peu plus de rotation en poursuite. Et côté féminin, en poursuite, on envoie. Je pense pas qu'on envoie d'équipe de France, mais j'espère ne pas dire de bêtises en disant ça. Mais on envoie indirectement Constance Marchand, puisqu'elle va courir non pas avec le maillot de l'équipe de France, mais avec le maillot du Sprinter Club féminin. Eh bien, très bien. Voilà, on suivra ça donc la Coupe du Monde, la Coupe des Nations, pardon, c'est Coupe des Nations depuis quelques années. Oui. C'est comme la Coupe du Monde avant, mais
le nom a été changé parce que David l'appartient. Voilà, la Coupe des Nations donc à Hong Kong qui sera donc de vendredi à dimanche. Et donc, on n'oublie pas vos pronostics pour Milan-San Remo ce samedi. Je vais les rappeler au cas où. Geoffrey, tu nous avais dit Mathieu Van Der Poel. Anselme, c'était Alexander Christophe. Ewan. Ou Caleb Ewan. Et J'en prends 2. Pour te donner un peu plus de chance. Tu pronostiques Milan-San Remo 2017 ou T'inquiète. Je m'inquiète pas, enfin pas pour ton pronostic, c'est plus pour ta santé, mais après on commence à être habitué. T'inquiète. Nickel. Et donc pour Titouan, c'était Soren Warenskjold en grosse cote. Bah non, t'as des Pogacar quand même en vrai prono. Toi-même. Voilà, tu vas assurer avec Tadej Pogacar, c'est un petit peu plus probable. Est-ce qu'on pronostique et je rajoute Christophe Laporte, Polti, Kometa et Koratek aura plus de coureurs dans l'échappée? Allez, on va dire, je vais dire 2 chaque. Ah, moi je parie bien sur un gros échappé Polti. Non, ils ont un Restrepo pour la compagnie. Bon, bah écoutez, on verra ça, puis quand la course partira, vous aurez encore bien le temps de faire tous vos pronostics. Parce que Milan-San Remo, on rappelle, c'est près de 300 km, donc... Alors on a bien le temps de tout faire de toute façon pendant Milan-San Remo. Voilà, c'est ça. Hein. On laissera le temps aux commentateurs de faire la liste un par un de tous les sprinteurs qui pourront faire un top 30 sur la Via Roma. Très bien. Il y a Hugo Hull pour Eurosport. Et bien voilà, avec tout ça, on va arriver à la fin de ce podcast qui nous a permis de faire le bilan de Paris-Nice et de Tirreno-Adriatico avec un petit pronostic sur Milan-San Remo. Merci beaucoup Anselme, Titouan et Geoffrey pour votre participation à ce podcast. Geoffrey, on te retrouvera cette semaine, tu seras sur le Grand Prix de Denain, tu vas nous faire les petites interviews. Et pour ceux qui auront la chance de pouvoir aller sur place, tu vas donner un petit coup de main à Daniel Manjas. Donc merci à toi et puis profites-en surtout. Je vais en profiter, hein. Il y aura, pour ceux qui viennent sur le forum, vous aurez l'occasion du coup de voir les interviews qui seront retranscrites sur la journée. Puis a priori on va faire une petite reconnaissance des secteurs pavés la veille, et puis je mettrai un petit compte rendu sur l'état des pavés qui seront empruntés par le Grand Prix de Denain. Alors j'avoue, je sais pas si je vais vraiment le faire, cette reconnaissance, parce que ça pleuvait énormément ces derniers jours, et il y a quelques routes qui sont asphaltées mais qui sont quand même bien remplies par la flotte. Donc, ça annonce du meilleur temps pour mercredi, jeudi, mais bon. Donc on part sur un Grand Prix de Denain pas forcément évident. Du vrai cyclisme. Voilà, c'est ça les pavés. Eh ben parfait. Et donc pour le prochain podcast Chasse Patate, on se retrouvera la semaine prochaine après Milan-San Remo. Et en attendant, eh bien vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr, justement pour les interviews de Geoffrey notamment, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et Threads. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse Patate.